Le monde entier, probablement, attend le débat de ce soir entre le président sortant Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Ce soir, donc, mardi 29 septembre, aura lieu le premier de 3 débats avant l'élection du 3 novembre. Parallèlement, il y aura un débat entre le vice-président sortant, Mike Pence, et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris. Rapidement, comment ça va se passer ce soir? D'abord, il y aura un meneur de jeu, en la personne de Chris Wallace, qui est un journaliste très connu, respecté, de Fox News, 72 ans, mais qui a toujours fait preuve de beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Donc, bien qu'il appartienne à Fox, les démocrates n'ont pas tiré ombrage de cela. Des thèmes seront abordés, ils sont au nombre de 6. Il s'agit évidemment du Covid-19 et de la manière dont ça a été traité, de l'économie en général, des violences urbaines et du racisme, c'était le 3e. 4e thème, la Cour suprême, et on sait qu'il y a un gros enjeu avec la mort subite de la juge il y a quelques jours. L'intégrité des élections, c'est une question qui se pose aujourd'hui plus que jamais. Et enfin, le bilan de chacun des 2 candidats, Donald Trump et Joe Biden. Pour en parler ce soir et vous préparer à ce débat, car je rappelle que Métropole va diffuser ce débat en direct ce soir à partir de 9h du soir. Donc pour en parler avec nous ce soir, notre ami William Savary, économiste, mais aussi fin connaisseur de la vie américaine. Bonsoir William et bienvenue. Bonsoir Serge, merci et bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs de Télémétropole. Voilà, donc comme je disais en commençant, c'est peut-être le débat le plus attendu de l'histoire des États-Unis, ne serait-ce qu'à cause de la personnalité, entre guillemets, du président et de ses sorties. Bon, on a eu 3 ans pour savoir ce dont il était capable, et il est évident que ce soir, ça va être chaud. Ça va être un clash énorme entre lui et celui qu'il ne cesse de présenter comme quelqu'un de trop vieux, d'éteint, sans énergie, Sleepy Joe. Mais j'ai l'impression que ce soir, Biden ne va pas tellement être endormi face à lui. Alors, William, qu'est-ce que vous pensez des thèmes qui vont être abordés ce soir? Est-ce qu'on peut en dire un mot rapidement? Bon, rapidement, on peut dire que ce sont des thèmes qui sont d'actualité. Et ce sont des thèmes qui sont d'actualité parce qu'effectivement, à cause de la politique que M. Trump a mis en œuvre, donc il a réveillé chez le démon au niveau du racisme aux États-Unis. Et depuis son arrivée, et les politiques qu'il a mis en œuvre ont rendu plus ou moins un niveau de confort à ceux qui sont du côté du racisme, qui ont toujours été des racistes et pour lesquels il n'y a pas de rédemption. Ouais. Il y a la politique au niveau de la politique d'Obama, aussi au niveau de la santé publique, qu'il a toujours été contre, il a toujours manifesté ses intérêts et ses intentions de défaire la loi d'Obamacare. Oui. Il y a eu la politique de Trump vis-à-vis de la Chine, d'où l'économie. Il a engagé carrément une guerre commerciale avec la Chine, dont on ne sait pas comment ça va pouvoir se terminer d'ailleurs. Donc vous avez tous ces éléments qui font partie de ces débats, qui sont en fait des résultats de la politique de M. Trump. Oui. Donc, et on arrive aujourd'hui où les gens veulent clarifier les porteurs de projets de société, les porteurs de politiques publiques, les porteurs de ce qu'il faut pour faire marcher, pour même les défis aux institutions américaines. Donc c'est le moment de ce qu'on appelle aux États-Unis le moment of reckoning. Oui.
Bon, il est vrai que dans l'histoire des États-Unis, depuis l'origine, la politique étrangère n'a jamais joué un grand rôle dans l'élection d'un président. À quelques rares exceptions près, une des réélections du président Roosevelt, évidemment, en pleine guerre. De même, l'élection du président Eisenhower au lendemain de la guerre. Lui, le général en chef de toutes les troupes alliées. Bon, ça a joué. Mais d'une façon générale, ça n'a pas beaucoup joué. La politique étrangère, je ne parle pas des guerres. Les guerres, c'est autre chose. Il y a le type O'Neill, qui fut un démocrate pendant longtemps aux États-Unis, qui a toujours dit que politique is always local. Absolument. Et aux États-Unis, c'est vrai. C'est vrai peut-être plus qu'ailleurs. Et maintenant, dans ce débat, dans cet affrontement entre Trump et Biden, ce qui sera intéressant de voir, c'est depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Trump caresse dans le sens du poil cette frange de la société américaine que vous venez de rappeler, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rednecks, les gens qui sont pour une Amérique forte, une Amérique anti-immigrant, voilà, anti-immigrant, une Amérique militarisée, blanche, et avec évidemment white supremacist, tout ça sont les slogans qui leur parlent. Et quand Trump, c'était un coup très très malin d'ailleurs, son slogan Make America Great Again, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Et quelles que soient les erreurs que Trump puisse faire, quelles que soient les déclarations intempestives qu'ils puissent faire, ils n'en démordront pas. Trump va faire de l'Amérique à nouveau un grand pays, etc. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les déclarations intempestives de M. Trump ont été effectivement pour adresser le sentiment le plus bas de son électorat. Ça a toujours été sa politique. C'est sa stratégie et il ne va pas en changer, au contraire. Il va encore exagérer. Mais bien entendu. C'est pourquoi, par exemple, toutes les démonstrations qui ont eu lieu, toutes les émeutes qui ont eu lieu, toute la colère qui a été manifestée dans les 3 derniers mois, il n'a jamais pris de position qui était défavorable à son électorat. Absolument. Et il n'a jamais aussi émis de position qui de près ou de loin, en support aux manifestations de rue. Oui, donc absolument. C'est quelqu'un. Au contraire, lors des manifestations de rue, et même lorsque les abus de la police étaient évidents et filmés et documentés, il a toujours défendu la police en disant que c'était les manifestants qui étaient une bande de sauvages. Mais ce qui est intéressant, les manifestations lui ont donné l'opportunité de se présenter à la nation américaine, à son électorat, comme le candidat de law and order. Absolument. Donc, la loi et l'ordre. La loi et l'ordre. Absolument. Ce qui veut dire, là maintenant, donc les manifestations ont joué la carte de Trump, et Trump s'en est servi pour se projeter à la société, pour se projeter à son électorat, et valider sa réélection. Absolument. Parce que avec sa réélection, on peut maintenant préserver l'ordre, préserver la loi, préserver l'Amérique blanche, etc. Ah oui, donc bien sûr. Un dernier point, William, qui va certainement être abordé ce soir, même s'il n'est pas dans la liste des 6 thèmes retenus, c'est cette bombe atomique que le New York Times a lâchée sur la situation fiscale de M. Trump, dont on vient d'apprendre qu'il n'a jamais payé plus de $750 d'impôts l'année dernière, et que sur les 15 dernières années, il a fait 10 ans sans payer 1 centime d'impôt. 1 centime d'impôt. En plus, il a combien? 411 millions de dollars de dettes qu'il va devoir rembourser dans les années les 4 prochaines années. Les 4 prochaines années. Bon, on oublie évidemment qu'il a déclaré banqueroute par 6 fois quand même dans sa vie. Alors l'image du grand financier multimillionnaire, est-ce qu'elle ne commence pas à être un petit peu écornée? Maintenant, il y a diverses façons de répondre à cette question. C'est une observation assez astucieuse, mais il faut qu'on se rende compte que la loi fiscale américaine permet ces dérives. Donc ça, c'est la première chose. Donc la loi fiscale américaine vous permet de ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Il s'est servi des crédits d'impôt. Absolument. Il s'est servi de déductions que la loi permet.
Et il faut aussi se rendre compte qu'il n'est pas le seul à le faire. Tous les gens aux États-Unis qui disposent de fortes sommes et qui ont des revenus considérables se servent de ce qu'on appelle des boîtes noires. Et à travers les boîtes noires, ils font divers montages pour diminuer l'imposition fiscale. Je n'ai aucun mal avec ça. Encore qu'il y a certains analystes qui disent que dans les manœuvres qu'il a faites, il y en a qui sont parfaitement frauduleuses. Mais ça restera à démontrer après. Mais c'est l'image. Je me rappelle, en entendant ça, j'ai pensé à un grand homme politique français qui n'est pas très connu en Haïti parce que c'était du temps du général de Gaulle, c'est M. Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, qui était général de la Résistance, qui a été maire de Bordeaux pendant 40 ans. Non, juste Jacques Chaban-Delmas, qui a été Premier ministre, qui a été plusieurs fois ministre et même candidat à la présidence. Eh bien, Chaban-Delmas, du jour au lendemain, a perdu tout crédit auprès des Français parce qu'on s'est rendu compte qu'il s'était arrangé une année à utiliser toutes les ficelles que le système fiscal offrait pour payer 0 centime, alors que le mec était propriétaire de châteaux, qu'il avait une belle fortune, et il a eu beau expliquer, mais il n'y a aucune fraude, et tout le monde ayant reconnu qu'il n'y avait en effet pas eu fraude, son crédit a disparu du jour au lendemain. C'est vraiment une question morale. Exactement, bien sûr. Et c'est quelqu'un, lorsqu'un candidat veut se projeter comme le candidat de la loi et de l'ordre, et maintenant on vous retrouve en train de frauder. On vous retrouve en train d'avoir... Et même s'il n'y a pas fraude, je vais plus loin, même s'il n'y a aucune fraude, qu'un président de la République qui se dit multimillionnaire ou milliardaire paye moins d'impôts qu'un professeur ou une infirmière, c'est insupportable. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ça aborde la question de l'éthique. Bien sûr. Ça aborde la question de fairness, la justice sociale. Ça aborde toutes les questions qui pourraient faire qui pourraient vous inspirer à lui donner votre confiance. Voilà. Et c'est là la grande question fiscale, et c'est pourquoi la publication de ces informations aujourd'hui, un jour avant le débat et à peu près 30 jours avant les élections, pourrait avoir un rôle dans la décision de ceux qui sont indécis. Tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'ils vont octroyer leur vote à M. Trump, et ils vont le retenir et échanger de camp. Parce qu'à date, il y a encore beaucoup de gens qui sont indécis. Parce que M. Trump, avec son électorat, représente à peu près 30% à 40% des voix. C'est ça. Mais pour gagner les élections, il faut beaucoup plus que ça. Oui, absolument. Mais le point intéressant, c'est que même à l'intérieur du parti républicain, il commence à y avoir une accumulation de défections, et pas seulement chez les gens de base, chez vraiment des poids lourds du parti républicain. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que les poids lourds veulent préserver la position du parti au niveau électoral. La santé du parti. Ils ne veulent pas risquer gain et supporter M. Trump. Voilà. C'est ça qui se joue. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et William, on ne va pas aller plus loin. Là, maintenant, il faut attendre 9h du soir pour que le débat ait lieu, et espérons que ce débat va tenir ses promesses. De toute façon, Chris Wallace sait mener des discussions. C'est un excellent journaliste, donc espérons que tout va bien se passer. Et puis, on en reparlera demain. Alors, on vous encourage tous à suivre le débat. Absolument. Et je vous rappelle que ce sera diffusé sur Télémétropole juste après le journal Métro News. Bonne fin de soirée.